Aujourd'hui, je reçois Dr. Jeanne Cherkaoui, qui est une chirurgienne de formation, puis maintenant médecin en esthétique. Fait qu'après avoir passé plus de 10 ans dans les salles d'opération, aussi en surspécialité en oncologie mammaire, elle a pris un tournant qui est vraiment peu banal, celui de se consacrer à 100% à l'esthétique. Donc, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui, de la médecine esthétique, puis de toutes les questions que ça peut soulever. Parce que quand on y pense, ça nous reflète, ça nous amène à se questionner sur notre image corporelle, notre confiance en soi et tout ce que la société nous a inculqué depuis qu'on est jeune. Donc, dans cet épisode, on va aussi se poser des questions comme c'est quoi vraiment la beauté, pourquoi on veut la modifier, puis aussi comment la conserver puis prévenir le vieillissement. Donc, suivez-nous pour cet épisode. Donc, bonjour Jeanne. Premièrement, merci d'être ici aujourd'hui. Bonjour Dr Champagne, c'est un plaisir d'être là. Merci. Oui. Fait qu'on va commencer par le début de pourquoi tu as décidé d'être médecin. Je sais que tu es née au Maroc, puis tu es arrivée ici à l'âge de 17 ans, tu as tout de suite rentré en médecine. Donc, j'aimerais ça un peu plus savoir qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'être médecin. En fait. Alors, c'est assez fou dans mon histoire parce que c'est un petit peu un concours de circonstances. Moi, je vivais au Maroc jusqu'à mes 17 ans et en fait, je voulais faire HEC Paris. Et du jour au lendemain, mes parents m'ont dit qu'on allait s'installer au Québec. Donc, on s'est un petit peu installé dans les 6 mois qui ont suivi à Montréal. Et donc, j'étais dans une école française, Marie de France, où j'ai fait ma terminale, donc la dernière année de cégep. Et à ce moment-là, j'étais complètement perdue, je ne savais pas ce que j'allais faire. Donc, j'ai postulé de droit international à médecine, en passant par génie des mines, HEC Montréal aussi. Et je ne savais vraiment pas ce que je voulais faire, j'étais un petit peu perdue. Et ensuite, j'ai été convoquée aux entrevues de médecine, notamment à l'Université de Montréal. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur durant l'entrevue, surtout pour les étudiants de médecine de l'Université de Montréal. Je les ai trouvés super humains, hyper intègres, honnêtes, et ça m'a beaucoup inspirée. Et je me suis reconnue quelque part en eux. Et ça m'a donné envie de faire médecine. En fait, je me suis dit, ces gens ont à cœur l'humain, ils sont hyper sociables, ils sont sympathiques. Et j'aimais beaucoup la science aussi, donc c'était quand même important pour moi de faire quelque chose qui me ressemblait. Et c'est comme ça que j'ai postulé, que j'ai fait mes entrevues de médecine et que j'ai été acceptée en médecine. Et donc, c'est un peu un concours de circonstances, mais finalement, je suis bien heureuse d'avoir fait ce choix-là. Puis, qu'est-ce qui a fait que, tu sais, on a l'externat, tout ça, puis y a-tu eu des moments clés qui a fait que tu as décidé d'aller en chirurgie? Alors oui, moi, c'est sûr que j'ai toujours adoré l'action. Donc, je voulais faire quelque chose qui était, pardon l'anglicisme, mais hands-on. Je voulais vraiment apporter un changement par un geste technique. Donc, quelqu'un qui se présente à l'hôpital avec une douleur comme une appendicite ou quelque chose comme ça. Donc, on accompagne le patient du diagnostic au traitement chirurgical et je trouvais ça très gratifiant. Puis je pense qu'il y avait eu un cas que tu me parlais de traumato qui t'avait marqué, puis tu as dit, moi, c'est ça que je veux faire. C'est vrai. Donc, j'ai fait durant mon externat un stage à Sacré-Cœur où on a eu un épisode en traumatologie qui était un événement, somme toute, qui m'a beaucoup marquée. Par l'entraide que l'équipe avait. Donc, c'était vraiment une équipe multidisciplinaire en passant de l'urgentologue qui s'est occupé du patient à l'arrivée, du chirurgien général traumatologue, du chirurgien vasculaire et thoracique, les équipes des soins infirmiers, évidemment, les inhalothérapeutes, l'anesthésiste en salle d'opération. Et tout ce travail, toute cette équipe a fait tout ce qu'ils ont pu pour essayer de sauver un jeune homme qui avait été blessé par balle. Et malheureusement, dans cette situation-là, ils n'ont pas été capables de le sauver. Mais juste devoir mettre tout en œuvre pour essayer de sauver ce jeune homme. Et je me souviens également l'annonce à la famille que le jeune homme était décédé. C'était vraiment un événement hyper fort pour moi. Et je me disais, c'est incroyable comment est-ce qu'on peut accompagner quelqu'un, même dans cette situation tragique, de voir l'humanité et de voir la façon dont toute l'équipe a travaillé pour essayer de le sauver. Ça m'a beaucoup marquée. Mm-hmm. Puis c'est ça, toi, tu as fait tout ton parcours au complet en chirurgie. Tu as même t'as travaillé comme chirurgienne. Parle-nous un petit peu de, justement, tu as fait ta surspécialité même à Paris en oncologie mammaire, c'est ça? Exactement. En oncoplastie, ouais. C'est ça. Qu'est-ce que tu as appris c'est quoi exactement ta surspécialité que de décider de faire? Alors, quand j'ai fait ma chirurgie générale, à cette époque-là, on ne faisait pas vraiment ce qu'on appelle de l'oncoplastie mammaire. Donc, il y avait évidemment des reconstructions mammaires comme des dièpes, des lambeaux, des choses comme ça, des prothèses, mais du remodelage local pour s'assurer que quand on faisait une mastectomie partielle, donc quand on enlève juste une partie de la glande, qu'on s'assure qu'il y ait le moins de déformité possible. À ce moment-là, quand j'ai fait ma résidence, c'était vraiment, on enlève la tumeur en marge saine, c'est le plus important, que les marges soient négatives, mais le fait que la glande ne soit pas rétractée, qui va aller causer une déformité importante pour la patiente, qui va avoir un impact psychologique sur elle, c'était pas vraiment, ça commençait
tranquillement. Donc moi, je me suis dit, je vais aller me former auprès un des meilleurs chirurgiens, un des précurseurs, en fait, le docteur Krishna Kloff, à Paris, à l'Institut du Sein. Donc j'ai fait un fellowship avec lui. J'ai fait également un DU en technique de reconstruction mammaire à l'Université Paris-Sud, où pour moi, c'était vraiment comment faire pour s'assurer que ces patientes-là ne soient pas oubliées et qu'on s'assure d'enlever la glande en faisant des remodelages locaux, des lambeaux locaux, pour que la glande soit le moins déformée, que la patiente puisse porter un décolleté, se sentir bien dans sa peau. Elle allait avoir sûrement de la radiothérapie par la suite, qui va encore plus augmenter le risque d'avoir des rétractions locales. Donc, c'était important d'avoir une chirurgie qui soit bien faite à la base. Fait que tu avais déjà un intérêt pour l'esthétisme. Ah oui, c'est sûr. Toujours. Clairement, depuis toujours, effectivement. Ouais. Puis, raconte-nous un petit peu, parce que tu es retournée au Québec en pensant avoir un poste, je pense que c'était à Verdun, dans ce domaine-là, puis finalement, ça a été un peu autrement, là. Exactement. Donc, en fait, quand j'ai quitté Montréal, je m'attendais à avoir un poste à un prem à Verdun, donc les fameux prem. Et en fait, c'était pour ceux, les prem, pour ceux qui ne savent pas, mais c'est ça, c'est juste d'avoir au public, quand on travaille au public comme médecin, c'est qu'on ne peut pas aller travailler où qu'on veut, quand qu'on veut. C'est le gouvernement, il y a certains postes qui s'ouvrent pour les médecins, juste pour mettre en contexte notre public. C'est pas tout le monde qui connaît, effectivement. Donc, c'était un poste que j'allais possiblement avoir. Donc, il n'y avait pas vraiment de promesse, mais il y avait un chirurgien qui allait potentiellement quitter dans les prochaines années. Et donc, du coup, c'était un petit peu ça le plan. Parce qu'à Verdun, il y avait de la médecine nucléaire, puis il y a aussi des radiologues qui font du sein, ainsi que de l'oncologie. Donc, c'est sûr que quand on fait à Montréal, surtout de la chirurgie du sein, donc de l'oncologie, il faut avoir une équipe multidisciplinaire et s'assurer d'avoir vraiment l'équipe qu'il faut. Quand tu es à Montréal, c'est sûr que tu es dans un centre tertiaire, tu as tout ce qu'il te faut. Mais si tu es dans un centre communautaire à Montréal, la moindre, je ne vais pas dire la moindre des choses, mais la base, ce serait d'avoir une équipe multidisciplinaire parce qu'on n'est pas en région et que, tu sais, c'est super important pour garantir les meilleurs soins aux patients. Et finalement, en fait, quand je suis revenue, le poste que je voulais avoir à Verdun n'était pas encore ouvert. Donc, j'ai pris un poste à l'hôpital La Salle, où j'ai travaillé pendant près de 8 ans. Malheureusement, à La Salle, il n'y avait pas de chirurgie du sein du tout. Donc, il n'y avait pas de médecine nucléaire. Les radiologues sur place ne faisaient pas du sein, n'étaient pas non plus intéressés à en faire. Donc, ce n'était pas leur créneau, tout simplement. Et donc, j'ai essayé au début un petit peu de pousser, de voir de quelle façon est-ce que je pouvais introduire le sein, la chirurgie carcinologique du sein à La Salle, mais c'était extrêmement compliqué. De telle sorte que parce que je voulais quand même absolument faire ça. Ouais. Parce que tu étais formée spécifiquement là-dedans. Là. Absolument. Et puis, c'était une passion que j'avais. Et je voulais vraiment aider ces femmes-là j'avais vraiment développé une super expertise. Donc, je voulais faire ça, quoi. Mais malheureusement, ça n'a pas été possible. Et j'ai dû trouver une autre solution. Et j'ai demandé un prem comme membre associé à l'hôpital Jean Talon, qui est affilié également à Sacré-Cœur. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça a commencé. C'est sûr que c'était un petit peu compliqué parce qu'à ce moment-là, il fallait que je fasse des gardes non seulement à l'hôpital La Salle, mais aussi à Jean Talon, Sacré-Cœur. Potentiellement à Sacré-Cœur aussi, en traumato. Puis j'avais essayé de négocier en disant je ne suis pas du tout formée là-dedans. Je veux dire, c'est incroyable ce que vous faites, mais je ne pense pas que je suis la bonne personne qui pourrait recevoir un cas de traumatologie en pleine nuit. J'ai beaucoup de respect pour les chirurgiens traumatologues là-bas, mais malheureusement, c'était complètement... c'était pas ta formation. C'était pas ma formation du tout. Puis je pense que tu venais d'avoir un enfant. Ouais, exactement. J'avais un enfant qui avait 1 an. Voilà, c'était pas du tout ce que j'avais en tête. Voilà, donc c'est pour ça que ça a été un petit peu compliqué pour moi, mon retour en pratique après avoir fait un fellow à Paris, j'avoue. Que tu parles, c'est ça, des fois on parle de fellow kamikaze, là, les médecins qui vont faire une surspécialité sans savoir si en revenant ils vont avoir le travail pour cette surspécialité. Exactement. C'est assez fréquent, puis c'est triste parce que vous êtes vraiment spécialisé, mais finalement on arrive ici puis il n'y a pas... Ouais, moi je pense que c'était juste avant l'ère, je te dirais, du fellow kamikaze, parce que j'ai fait de ça en sachant qu'il y avait possiblement après ma Verdun qui devait se libérer. C'est juste que finalement, ça s'est pas fait dans le timing que je voulais. Il s'est libéré, mais 2 ans plus tard. Donc, c'était pas nécessairement un fellow de je vais faire de la chirurgie colorectale à Chicago, puis peut-être qu'il va y avoir un poste quelque part au Québec. C'était plus genre, OK, il y a un poste qui va se libérer, mais il s'est pas libéré au moment où il devait se libérer. Donc, finalement, j'ai dû trouver une autre solution. Et voilà, c'est ça qui s'est passé.
Puis comment tu as fait ton deuil un petit peu parce qu'à un certain moment, tu as décidé de te consacrer 100% à l'esthétique. Puis comment tu as fait le processus? Parce que tu me contais différents cas que tu as eus qui ont un peu sonné la cloche, qui t'ont aidé, en fait, dans ton processus parce que tu avais quand même dédié une bonne partie de ta vie à ta formation. Fait que ça n'a pas été facile, je pense, au début. Non, c'est clair. Alors, il y a une première partie qui est que le premier deuil que j'ai dû faire, finalement, c'est d'arrêter de faire du sein, qui était une décision qui n'était pas évidente du tout. Je pense, il y a eu déjà, comme j'expliquais, c'est sûr que faire des gardes dans 2 différents hôpitaux, en étant maman d'un jeune enfant, en ayant un projet d'avoir plus d'enfants, c'était pas. Je voulais quand même avoir une conciliation vie de famille, travail, et donc d'une part ça fonctionnait pas trop avec ce plan-là que j'avais dans ma vie, et deuxièmement j'avais eu un cas qui était un petit peu, je t'en avais parlé un petit peu traumatisant. Moi quand je recevais des pathologies de mes patientes, j'ai toujours un moment très intense pour moi où je regardais le résultat de pathologie en me disant est-ce que c'est un cancer, c'est pas un cancer. Surtout pour le cancer du sein, c'est des jeunes patientes aussi, et je trouvais que c'était extrêmement difficile d'annoncer le diagnostic à des jeunes mamans comme quoi elles avaient un cancer ou des choses comme ça. Et je trouvais ça toujours pénible. Et je me souviens quand je suis dans la salle où je recevais la patho, chaque fois que c'était pas un cancer, j'étais comme pfiou, c'est pas un cancer. Donc je trouvais que émotionnellement c'était un peu difficile. Et jusqu'au jour où j'ai eu une jeune dame qui était très jeune, qui avait dans la trentaine, qui avait une maladie mentale importante, qui était déjà qui venait avec sa mère, qui en plus de ça était c'était très difficile mentalement à ce moment-là, et elle était extrêmement fragile, et elle avait remarqué une masse au sein, et c'est pour ça qu'elle était là. Et quand je l'ai biopsiée, c'était un cancer. Et donc, annoncer à cette jeune dame qui venait avec sa mère, qui en plus de ça avait une maladie mentale importante, qu'en plus c'était un cancer, il fallait qu'elle fasse face, en plus à chirurgie, radio, chimio possiblement, ça c'était un petit peu un moment que j'ai dit, ok, je pense pas que j'ai envie de faire ça toute ma vie. Non, je trouve ça dur en fait. Et c'est dommage, parce que je pense que ça prend des personnes qui ont à cœur la santé de leurs patients, comme beaucoup de médecins incroyables avec qui j'ai pu travailler en oncologie, que ce soit au CHUM ou à Sunnybrook à Toronto, ou évidemment à Paris. C'est des héros pour moi, ces gens-là. Mais malheureusement, je pense que pour moi, c'était un petit peu trop difficile émotionnellement. Donc ça a été une partie qui m'a fait dire, OK, je ne peux plus continuer à faire ça. Et là, je me suis dit, bon, il faudrait que je fasse autre chose, parce que j'avais peut-être un plan de pré-retraite quelque part, de me dire, OK, si je fais un petit peu moins d'hôpital à un moment donné, j'aimerais bien faire autre chose aussi. Donc, c'est là que j'avais commencé à faire de la médecine esthétique. Je me suis formée en 2016 en médecine esthétique, et j'adorais ça. Je trouvais ça super glam, c'est sympathique, c'est esthétique, c'est joli, ça parle à un côté un peu plus, comment dirais-je, artiste de ma personnalité, donc j'aimais beaucoup, et j'adore toujours, je suis très passionnée par ce que je fais, mais et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire ça, mais c'était vraiment un plan de pré-retraite. Ça n'a jamais été quelque chose que je voulais faire à temps plein, parce que je suis rentrée en médecine pour aider des gens, sauver des vies. Je me souviens que tout le monde dans mon entourage, mes tantes, ma mère, tout le monde me disait fais plastique. Moi, je disais non, il en est hors de question. Pourquoi? Moi, je veux sauver des vies, je veux aider des gens. J'ai pas fait médecine pour refaire des nez puis faire des seins, donc de façon un peu dénigrante si tu veux. Mais j'avais vraiment cette vision de la médecine de sauver des vies, quoi, en fait. Et puis finalement, après un certain temps de travail dans les hôpitaux, qui est, je pense, à peu près 8 ans, où j'ai travaillé à l'hôpital La Salle. Il y a eu la Covid, il y a eu des coupures budgétaires, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait en sorte que l'ambiance de travail s'est dégradée de façon très significative, avec un climat de travail toxique dans les hôpitaux. On ramasse toujours des infirmières qui sont en temps supplémentaire obligatoire, qui sont à bout, des secrétaires dans les urgences qui sont en train de pleurer parce on leur parle mal. Travailler dans un contexte comme ça, un contexte de manque de lits, en tant que chirurgien et en tant qu'humain, en fait, tout simplement. Ça t'obligeait, je pense, de transférer les patients au lieu de faire des chirurgies. Tu passais ton temps au téléphone. Complètement. Et je n'ai pas été nécessairement formée pour passer mon temps au téléphone. Je trouve ça dommage qu'un médecin ou qu'une infirmière, je veux dire que je pense que c'est un devoir, c'est plutôt une tâche administrative. Si je sors de ma salle d'op où j'ai opéré toute la journée vendredi, puis qu'on me dit qu'il y a 3 consultations à l'urgence pour des
cholécystite, si je vais les voir et que je les annonce pour le bloc, je m'attends à les opérer. Puis des patients souvent qui viennent du secteur, qui s'attendent aussi à être opérés dans leur hôpital d'attache. Donc, ils n'ont pas envie, eux, d'être transférés à Sainte Mary s'ils habitent à La Salle. Donc, par la suite, faire des appels téléphoniques, appeler le chirurgien de garde, on t'appelle le mauvais chirurgien, c'est pas la bonne personne, tu passes ta soirée au téléphone. Et en plus, tu retournes voir le patient pour lui dire on va le transférer, tu le mets sous antibiotiques, alors tu devrais l'opérer, tout ça parce que tu n'as pas de lit. Et ça, une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, quand c'est ta réalité au quotidien, ça devient extrêmement frustrant de travailler dans des conditions comme ça. Tout le monde est frustré, le patient est frustré, le médecin est frustré, les infirmières sont frustrées. C'est pas la meilleure médecine qu'on fait ici au Québec, à juste transférer des patients, à se jeter à s'envoyer des comment on appelle ça, turfés, c'est ça qu'on dit. Hein? On va l'envoyer. Il y a une appartenance ici. Et malheureusement, je trouve que de plus en plus, les gens font cette espèce de médecine qui est pas les meilleurs soins aux patients, mais qui est juste d'éteindre des feux, finalement, parce que tout le monde est tabou, on n'a pas de ressources. Et travailler dans ce contexte-là, pour moi, c'était plus acceptable. C'est à ce moment-là que tu as pris... ça t'a aidé à prendre ta décision? Exact. Et je pense qu'il y a... on fait de notre mieux, et je le voyais, que tout le monde fait de son mieux dans les hôpitaux. Je parle des médecins, je parle des infirmières, je parle des préposés. On avait quand même une équipe qui était extraordinaire. Oui, mais c'est la réalité des ressources. Mais la réalité, quand tu as une infirmière qui est en TSO, qui est brûlée, qui est plus capable, que tu n'as pas de ressources, que tu n'as pas de préposé pour emmener ton patient faire son échographie, puis tu as le bloc qui attend. Là, tu vas amener toi-même le patient en échographie. Puis moi, ça ne me dérange pas du tout de le faire. Je le faisais avec grand plaisir. Mais après, à un moment donné, il faut avoir des ressources. Si tu veux travailler, il faut avoir le support qu'il faut et mettre toujours tout sur tes épaules. À un moment donné, ça devient un peu trop lourd à porter et tu te poses la question. Tu te dis, mais est-ce que c'est ce que je veux faire dans ma vie pour les prochaines 30 années? Et avec ma famille qui était grandissante, avec l'ambiance qui se détériorait, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai marqué dans ma lettre de démission, et j'ai aucune honte à le dire, j'ai clairement marqué qu'il y a un environnement toxique de travail. Et c'est triste parce que j'avais vraiment la passion de ce métier-là. Et malheureusement, j'ai dû quitter l'hôpital pour travailler au privé parce que c'était plus possible de continuer dans ces conditions-là. Mais je pense que tu ne le regrettes pas, par exemple, Non. Parce qu'on va en parler, justement, on va rentrer dans la médecine esthétique. Puis, juste un préambule, parce que de parler de tout ça, moi, je trouve que ça a touché à des petites cordes sensibles dans le sens où, quand on parle de beauté, c'est quoi pour toi la beauté? C'est une question que j'avais, puis c'est parce que tu deals avec ça tous les jours, puis il y a beaucoup, tu sais, il y a beaucoup de types de beauté ou les standards de beauté. Fait que ça serait ma première question de te poser, c'est quoi pour toi la beauté? Écoute, c'est une super question. Et honnêtement, pour moi, je n'ai pas de définition de la beauté. Je pense que la beauté, c'est dans le charisme, c'est dans la façon dont une personne se sent. Si tu te sens bien dans ta peau, tu vas te sentir tout de suite belle. Et chaque personne va avoir son charme qui est unique. Il y a différentes beautés qui existent dépendamment de tes origines. Je pense que je ne crois pas à unifier la beauté selon des proportions et mettre tout le monde pareil, selon des proportions, des grosses pommettes, des grosses lèvres, les sourcils relevés, à la Kylie Jenner ou des choses comme ça. Je trouve que c'est pas une façon de faire. Et même, on a regardé en évaluant que des visages qui étaient asymétriques, quand on les étudie, sont beaucoup plus jolis asymétriques que si tu les symétrises complètement. Donc, il y a une beauté aussi dans l'imperfection. Et je pense que standardiser tout le monde, c'est une erreur qui devrait pas se faire. Puis moi, je vois souvent des patientes qui viennent me voir parce qu'elles se regardent dans leur caméra sur Zoom, puis qu'elles se trouvent pas belles. Puis, tu sais, surtout après la Covid, on a eu beaucoup de gens qui étaient en Zoom, qui disaient, je me trouve affreuse sur la caméra. Je dis, mais enlève ta caméra. À ce moment-là, ne te regarde pas sur la caméra. Parce que tu sais, quand tu te regardes dans un miroir avant de partir au travail, tu te regardes, tu fais ton petit visage de « je me trouve belle », mais quand tu te regardes toute la journée sur une caméra, c'est pas la même chose. Hein. Et aussi, il y a une image que j'aime beaucoup. Si tu prends en photo un coucher de soleil, tu as déjà pris en photo un coucher de soleil dans un endroit paradisiaque où tu étais, puis tu regardes la photo, tu te dis, mais ça rend pas du tout justice au coucher de soleil, à la lumière et tout ça. Donc, c'est pareil pour une personne. Donc, tu peux pas juste prendre une photo d'une personne et dire, ça lui rend pas justice. Donc, je pense que la beauté de la personne, c'est vraiment le charisme qu'elle dégage et la confiance en elle qu'elle a, tu vois. Puis, est-ce que, justement, les patientes que tu vois, souvent, c'est un manque de confiance? Ou, pas nécessairement, j'imagine que tu vois de tout, là. Mais comment, toi, tu fais quand tu reçois une patiente? C'est comment tu évalues avec elle
ses besoins? Disons que moi, je me présente aujourd'hui dans ton bureau. Comment tu approches ça? Alors, c'est sûr qu'on va commencer par un questionnaire médical, s'assurer que la patiente n'a pas de contre-indication aux injections. Évidemment, on vérifie les antécédents médicaux, les allergies, les antécédents d'injection, tout ça. Un peu comme une histoire médicale classique. Évidemment. Ensuite de cela, on va regarder un peu c'est quoi les attentes de la patiente, qu'est-ce qui la dérange. Donc, j'ai un miroir sur ma table de consultation. On va regarder exactement quelles sont les choses qui vous dérangent dans votre visage. Et je laisse souvent mes patientes vraiment prendre le temps de s'exprimer. Ensuite, on s'installe sur ma table d'examen. Et là, je vais évaluer la peau. C'est super important de commencer par la peau parce qu'on veut regarder le teint. Est-ce qu'il y a des taches pigmentaires? Est-ce qu'il y a de la rosacée? Est-ce qu'il y a des cicatrices? Les pores, est-ce qu'ils sont dilatés? On va commencer par cela. Ensuite de ça, on va regarder vraiment les zones qui manquent de l'iris, évidemment, donc au niveau du front, de la glabelle, ce genre de choses, les pas de doigts. On va regarder aussi le manque de volume, parce qu'avec le temps, on perd du volume au niveau de notre visage. Aussi, les personnes qui font un programme de perte de poids, que ce soit avec Ozempic, Mounjaro, ce genre de choses, ou alors simplement une perte de poids rapide, une dépression, des choses comme ça. Les gens vont perdre du volume avec le processus normal du vieillissement. Il y a une résorption osseuse qui se fait aussi, donc ce qui fait en sorte que les tissus commencent à tomber. Donc, on va regarder ces choses-là et je vais évaluer les asymétries aussi, les sillons, les bas des joues. Donc, je fais vraiment une évaluation globale du visage pour voir c'est où les zones qui doivent être corrigées et je vais proposer un plan de traitement. Donc, le plan de traitement que je propose, souvent, c'est pas quelque chose qu'on doit faire tout de suite. C'est ce que je propose, disons, dans les prochains 2 ans. Donc, on va faire ça par étapes. Donc, toujours, je commence évidemment par tout ce qui est soins de peau, donc les crèmes, les ingrédients actifs qu'on appelle, donc un sérum de vitamine C, un antioxydant, du rétinol, des choses qui sont prouvées, pas des choses qui sont ésotériques, donc des choses qui ont été étudiées. Évidemment, l'écran solaire, toujours j'ai mon petit speech sur l'écran solaire, l'arrêt du tabagisme, la consommation d'alcool. On va parler également de la qualité du sommeil. Si quelqu'un vient me voir pour ses cernes, mais que la personne, elle vient d'avoir un bébé, ça fait 6 mois et qu'elle dort pas, je vais toujours donner des conseils. Bon, une maman qui a un bébé de 6 mois, c'est un peu plus compliqué, mais quelqu'un, disons, qui n'a pas d'enfant, qui dort pas très bien, qui se réveille plusieurs fois dans la nuit, qui boit trop de café. Ça m'arrive souvent d'avoir une consultation pour cernes où on parle de la consommation du café, l'exercice physique, parce que je ne vais pas injecter des cernes chez quelqu'un qui ne dort pas, alors qu'en réalité, il faut simplement améliorer sa qualité de sommeil. Donc, c'est plus une approche vraiment 360. Ce serait quoi le facteur numéro 1 que tu dirais qui atteint le plus la peau? Tu as mentionné le tabac. Ouais, le tabac, l'alcool, le manque de sommeil, le stress, évidemment, ce genre de choses. L'exposition au soleil, certainement. Les personnes qui ne mettent pas d'écran solaire ou qui ne croient pas ou qui ne réappliquent pas leur écran solaire, c'est sûr que c'est des choses qui vont avoir un impact sur la qualité de la peau. OK, pour prévenir, dans le fond aussi. Absolument, absolument. OK. Donc, on fait tout ça. Puis après ça, je vais donner un plan de traitement. Donc, quand je donne mon plan de traitement, comme je disais, je commence par les soins avec les ingrédients actifs, les crèmes. Et ensuite de ça, on va regarder tout ce qui est technologie, style laser, micro-needling, IPL. Donc, tout ça, c'est des technologies qui vont aller améliorer, par exemple, pour le micro-needling avec la radiofréquence, au Clément, donc, qui est la clinique que j'ai fondée avec mes associés, qui a ouvert au mois de janvier. Donc, cette clinique-là, vraiment, c'est une clinique qui me tient énormément à cœur parce que c'est un projet qui a commencé il y a un an, avant l'ouverture de la clinique. Et en fait, on voulait vraiment faire quelque chose de, comme je disais, de 360. Donc, avant où je travaillais, on avait des patientes qui venaient me voir et qui disaient, tu sais, j'ai cette ride ou cette ride ou cette ride. Et puis après, quand tu les questionnes un petit peu, tu te rends compte que la personne, elle est super fatiguée, qu'elle a des symptômes de préménopause, des choses comme ça. Puis je disais, il faudrait que vous consultiez votre médecin pour discuter un petit peu de tout ce qui est préménopause, voir s'il n'y a pas des débalancements hormonaux. Mais moi, j'ai pas de médecin de famille. Souvent, la question ou alors mon médecin de famille ne croit pas aux hormones. Donc, c'est des questions-là que... Et je me disais, mais moi, je veux bien les injecter, mais en réalité, on ne traite pas le fond du problème, qui est que la patiente a besoin d'hormonothérapie bioidentique, de remplacement, plus que d'injection de Botox. Donc, là, maintenant, je peux fièrement dire qu'à la clinique au Clément, nous avons Dr Claudia Amar, qui est notre médecin spécialisé en santé de la femme, qui va vraiment s'occuper d'accompagner les patients. Donc, des fois, je fais simplement traverser la clinique avec ma patiente et elle voit tout de suite le Dr Amar, qui va faire un questionnaire complet, parce que c'est son expertise, et on va avoir notre infirmière qui va faire des prises de sang sur place à la clinique. On va pouvoir avoir un diagnostic et une approche qui va être 360 et personnalisée, plutôt que de juste injecter 2-3 ridules, quoi. Et c'est pas comme ça qu'on va aider nos patientes à long terme à se sentir mieux dans leur peau. Donc, avec cette approche-là, je pense que c'est une approche qui est plus complète et plus personnalisée.
Puis, est-ce que vous allez directement... Est-ce qu'il y en a qui viennent parce qu'ils se questionnent? Est-ce que c'est fait pour moi? Parce que, justement, il y en a qui ne savent pas. Il y a le Botox, il y a les fillers, tout ça. Fait qu'on va en parler plus en détail. Mais est-ce qu'il y en a qui viennent juste pour se questionner si c'est fait pour elles ou avoir plus de... Puis comment vous prenez la décision avec elles conjointement que si vous allez vers ça ou pas? Alors, c'est super important, comme je te disais au début, déjà d'avoir des attentes réalistes. Donc, quand je regarde mon patient, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de dysmorphisme. Quelqu'un qui a un problème de dysmorphisme ou qui a un problème de santé mentale, qui est en dépression, des choses comme ça, c'est clair que ce n'est pas des personnes que je vais injecter. C'est pas... Juste pour dysmorphisme, est-ce que vous voulez l'expliquer un petit peu? C'est des personnes qui vont se regarder dans le miroir et qui vont avoir quelque chose qui les dérange de façon exagérée à tous les jours. Donc, quelqu'un qui va se regarder, qui tout le temps va se dire « mon nez est atroce, mon nez », il va faire une fixation là-dessus et ça va lui donner un impact psychologique négatif et exagéré par rapport à la situation. Donc, c'est des personnes que même si tu fais des injections, ils vont jamais être bien et tu vas jamais les aider. Donc, je me souviens d'une consultation auprès d'une patiente où on a parlé pendant 1 heure et elle insistait pour que je l'injecte. Et j'ai été en train de dire non, vous n'avez pas besoin de plus d'injections au niveau de vos lèvres sont très bien, etc. pendant 1 heure. La consultation se passait de façon atroce parce que la patiente était extrêmement insatisfaite. Et à la fin, j'ai dit, je suis vraiment désolée, madame, mais je ne pourrais pas vous injecter. Et à la fin de l'heure, elle m'a dit merci beaucoup. Elle m'a dit, je vous remercie infiniment parce que je suis suivie en psychologie et je fais le tour des cliniques à Montréal pour qu'on m'injecte. Et puis, vous êtes le premier médecin à m'avoir dit non. Et en réalité, j'ai une addiction. J'ai toujours besoin qu'on m'injecte, qu'on fasse quelque chose. Puis si on ne fait rien, j'ai un espèce de mal-être profond. Mais je vous remercie de ne pas m'avoir injecté aujourd'hui. J'ai dit, oh mon Dieu, mais ça me fait plaisir. Elle m'a dit, je vais continuer à venir vous voir parce que... Bon, elle avait confiance. Ouais, c'est ça. Malheureusement, pour être en toute honnêteté, elle n'est pas revenue me voir après. mais au moins, à ce moment-là, je n'avais pas ajouté à son problème... J'ai après changé de clinique aussi, mais bon, c'est sûr que c'est des patients qui ont un lourd bagage émotionnel. Il ne faut pas rentrer dans cela parce qu'on ne leur rend pas service du tout. Non, c'est ça. Comment tu gères justement ces patientes-là? Parce que est-ce que tu en vois beaucoup des femmes qui ont un manque de confiance ou, tu sais, je lisais, il y a des statistiques qui disaient que 70% des femmes sont insatisfaites de leur image corporelle en lien avec les réseaux sociaux. Puis que de plus en plus, ils veulent avoir, tu sais, les filtres qu'on a, là, soit sur Snapchat ou ils appellent ça la Snapchat dysmorphia. Où ce que les femmes viennent... Moi, je veux avoir l'air de... Quand j'ai mon filtre. Puis ils disaient que 70% des chirurgiens plastiques voyaient ça en ce moment. Fait que, comment, toi, tu approches ça? Comment Moi, mon rôle, c'est surtout... puis mes collègues te le diront à la clinique, mon rôle, c'est vraiment d'aider les patientes à reprendre confiance en elles. Donc, je suis vraiment dans le démystifier tout ça, dans dire que la beauté naturelle, qu'on fait juste des petits changements. Donc, moi, je suis vraiment dans l'ère de ce qu'on appelle la médecine esthétique, les injectables indétectables. Et je suis super contente parce que je fais ça depuis que j'ai commencé, en fait. J'ai jamais été dans l'exagération. Et maintenant, c'est devenu à la mode, si je peux dire. Indetectable injectables, mais moi, c'est ce que j'ai toujours fait parce que je trouve que des traits qui sont exagérés, des grosses lèvres qui ont l'air hyper injectées avec des becs de canard, des grosses pommettes, des sillons nasogéniens qui ont disparu, des mentons hyper proéminents, des grosses jawlines, quand c'est pas quelque chose avec lequel tu es né, c'est pas dans ta génétique, si tu veux, ça va donner un... Et sans jugement, hein, il y a des femmes qui sont injectées, qui sont magnifiques, même si elles sont très injectées, mais et c'est intéressant parce que j'ai découvert dans un congrès, ça s'appelle The Rich Face. Donc, par exemple, des femmes au Texas, quelqu'un qui est super injecté, c'est comme si quelqu'un avait un super beau sac à main, donc ça veut dire qu'elles sont riches. Donc, si elles ont des grosses pommettes, des grosses lèvres, les trucs, ça veut dire qu'elles sont riches. C'est un signe de richesse. Et encore une fois, je veux pas porter de jugement parce que c'est pas du tout mon style, mais moi, la clientèle que j'attire, c'est des personnes qui veulent vraiment se ressembler et juste rehausser leur beauté naturelle. Donc, on n'est pas dans l'ère de l'ultra-transformation complètement abracadabrante de trucs qu'on voit dans les réseaux sociaux qui sont pas du tout mon style ni ma signature. Moi, c'est plus des personnes qui veulent rehausser ce qu'on appelle aging gracefully ou vieillir de façon avec élégance. Les gens veulent surtout, à 50 ans, avoir l'air de 45-50 et ne pas avoir l'air de 60-70, tu vois. Donc, c'est un peu ralentir les signes du vieillissement que les contrer complètement. Donc, il y a un terme que je déteste qui est anti-âge. On va tous vieillir. C'est un privilège pour moi et mes patientes de vieillir. On essaie simplement de s'assurer qu'elles se sentent le mieux dans leur peau et qu'elles se regardent dans le miroir et qu'elles se trouvent belles, quoi. Parce que quand elles se sentent belles ou beaux,
ça va leur donner confiance. Elles vont avoir envie de décrocher le job de leur rêve. Elles vont avoir envie d'oser parler avec le mec au gym qui leur plaît. Enfin, tu vois, ça leur donne de la confiance. Puis quand tu as confiance en toi, moi, je le vois, mes patientes, quand elles viennent me voir en suivi, c'est pas les mêmes patientes que j'ai vues quand elles sont rentrées dans mon bureau initialement. Donc souvent, elles vont être un peu recroquevillées, tristou et tout. Puis quand je les revois en suivi 2 semaines après, elles se sentent toutes magnifiques. Je les vois dans la salle d'attente, elles sont resplendissantes. Puis ça me fait sentir bien parce qu'elles ont l'air heureuses, tu vois. Puis ça m'amène à une question parce que tu as parlé justement du vieillissement de la peau. Puis j'aimerais ça qu'on en parle de... Premièrement, c'est quoi qui cause le vieillissement de la peau? Tu sais, c'est une perte d'élasticité, le collagène, tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer, tu sais, c'est quoi les différentes choses qui arrivent au niveau de la peau qui causent le vieillissement? Alors, en fait, il y a une diminution de l'acide hyaluronique. À partir de 35 ans aussi, on a une perte de collagène et d'élastine. On va également avoir plus de taches pigmentaires qui vont se former. Comme je disais tout à l'heure, tu vas avoir les fat pads ou les tissus graisseux qui vont se désenfler, donc ils vont perdre leur volume. Ils vont... migrer de façon anti-horaire, donc descendre vers le centre du visage. Donc, les fat pads qui sont plus ici vont se retrouver plus là. Donc, c'est là que tu vas avoir un peu plus de jaws ou de bajoux qui vont commencer, les sillons nasogéniens, les marionnettes qui vont commencer. Il y a les ligaments qui deviennent qui sont moins tendus, donc finalement qui perdent leur fermeté. Donc, la peau perd de son élasticité aussi. Donc, c'est là qu'on va avoir des outils qui sont super intéressants, que j'utilise énormément en ce moment, qui sont les biostimulants, donc qui sont différents des agents de comblement. Les agents de comblement, ça va plus être de l'acide hyaluronique. Les biostimulants, on va retrouver des produits comme le Sculptra, qui est le polylactic acid, ou le Radiesse, qui est le calcium hydroxylapatite, qui sont des biostimulants qui vont améliorer la fermeté, donc qui vont booster qui vont booster les fibroblastes à fabriquer du collagène et de l'élastine. Donc, en faisant ça, comme je disais, à partir de 35 ans, on a une baisse de collagène et d'élastine. Donc, en les boostant, ça va améliorer la fermeté. Donc, c'est pour des gens qui veulent des changements qui sont graduels. Ça prend environ 2 à 4 mois avant d'avoir des changements notables. Et ça dure environ 18 à 24 mois. Donc, souvent, on fait un entretien annuel pour aller améliorer la fermeté. Donc, par exemple, ça veut dire que quand je tire ma peau comme ça, tu vois, l'élasticité ici, donc en fait, avec le temps, avec la gravité, ça va descendre. Donc, c'est ce qui va faire en sorte que ta peau est plus loose et qu'à un moment donné, les gens vont nécessiter possiblement, si le cœur leur en dit, de faire un lifting chirurgical pour aller remonter cette peau-là. Donc, en fait, les biostimulants, ils vont retarder l'échéance de potentiellement avoir besoin un jour d'un lifting chirurgical en améliorant la fermeté de sa peau. Donc, ça, c'est une super technologie que j'utilise depuis déjà quelques années. Ça fait longtemps que c'est disponible sur le marché. C'est ce qu'on appelle de la médecine régénérative. Donc, c'est ce qui va donner des résultats hyper naturels qui sont graduels. Donc, personne ne va vraiment remarquer parce que les gens ont peur de ce visage enflé, de ce qu'on appelle le pillow face, que les gens ont l'air toutes bouffies et tout ça. Moi, j'ai jamais vraiment, heureusement, été dans cette mouvance-là. Donc, les gens qui vont avoir ce qu'on appelle le pillow face, c'est des gens qui vont avoir des injections trop fréquentes d'agents d'acide hyaluronique qui est trop volumisant. Donc, si tu te fais injecter aux 6 mois parce que tu fais ce qu'on appelle ton entretien, alors qu'en réalité, tu n'as pas besoin, au niveau de tes pommettes, les gens vont commencer à avoir cette espèce de... Ça bombe parce que l'acide hyaluronique vient absorber 1000 fois son... Exact, ça absorbe jusqu'à 10 000 fois son poids corporel en eau, dépendamment des acides hyaluroniques qui existent. Il y en a qui sont qui vont absorber plus d'eau, il y en a qui sont plus volumisants que d'autres. Et donc, c'est sûr que le problème avec ça, c'est que, des injecteurs qui ne savent pas dire non à leurs patientes, l'acide hyaluronique va durer plus longtemps qu'on ne le pense. Combien de temps? Ça dépend des endroits où il est injecté, mais en général, on va dire au niveau des joues, ça peut durer 8 à 12 mois. Mais en réalité, on se rend compte que ça peut durer bien plus longtemps que ça. On le retrouve bien plus longtemps, des 2-3 ans après des injections. Ça donne un effet de volume. Exact, donc ça dépend. Et encore une fois, si tu te fais injecter trop fréquemment avec un acide hyaluronique qui est volumisant, par un injecteur qui te dit pas stop, et un patient qui se regarde et ne voit plus de différence. Parce qu'à un moment donné, les gens s'habituent un petit peu à leur visage et trouvent qu'il manque quelque chose. Alors qu'en réalité, moi, ça m'arrive des fois de revoir mes patientes après 1 an et je les regarde et je refais pas tout le temps la même chose. Je regarde leurs photos, je leur dis tout simplement, vous n'avez pas besoin de plus d'injections au niveau des pommettes, on va changer de procédure, on va pas refaire tout le temps la même chose. C'est là qu'on court après le trouble, on va plutôt aller vers de la médecine régénérative, comme le Sculptra, comme le Radiesse, pour aller améliorer la fermeté. On peut utiliser des techniques liftantes pour ça. Donc, il va avoir également un résultat au niveau de si tu veux remonter un petit peu le visage et non pour travailler non pas seulement sur la structure de la peau, mais également sur le lift au niveau du visage. Ça dépend où tu l'injectes? Exactement. La technique d'injection, il y a des techniques qui vont être différentes. Donc, il y a des techniques qui sont plus volumisantes, par exemple avec le Sculptra,
pour les gens qui ont perdu du poids. Après, encore une fois, une perte de poids rapide causée par certains médicaments ou alors d'autres techniques, des diètes ou des choses comme ça. Donc, le Sculptra peut être injecté d'une façon à corriger le manque de volume. On l'injecte aussi d'ailleurs au niveau des fesses. C'est une façon d'augmenter de façon naturelle le galbe fessier. Donc, au lieu de faire un BBL qui va être une chirurgie un peu plus risquée, qui nécessite un arrêt de travail, ce genre de choses, j'ai des patientes qui viennent me voir pour faire une augmentation naturelle au niveau du galbe fessier et améliorer la cellulite, lifter un petit peu les fesses, corriger les petites zones qui sont un petit peu d'édentation au niveau des fesses. Donc, le Sculptra va aider pour ça. Donc, dépendamment de la concentration que tu utilises, la dilution que tu utilises, la technique que tu fais, tu peux avoir un effet liftant ou tu peux avoir un effet volumisant, par exemple, avec le polylactic acid. OK. Je peux en parler pendant très longtemps. Non, c'est intéressant. C'est intéressant. Puis il y a aussi le PRP, je pense, que vous utilisez. Ouais. Ça, c'est quoi l'effet au niveau du visage? Alors, le PRP, tu sais, au niveau du visage, on va l'utiliser plus pour donner un glow. Quelqu'un qui va avoir un mariage, un événement, quelque chose comme ça, on va faire du micro-needling et on va le mettre au niveau du visage pour te donner vraiment ce qu'on appelle le vampire facelift. On se rappelle de Kim Kardashian qui avait fait un gros tollé, le buzz sur les réseaux sociaux parce qu'elle avait fait ça, puis son visage était en sang. Donc, c'était le vampire facelift. Donc, c'est du PRP. Donc, on prend ton sang, on le centrifuge, on garde le plasma. Dans le plasma, il y a des facteurs de croissance qui sont réinjectés au niveau de ton visage ou par micro-needling, comme topiquement. Ou alors, on peut l'injecter carrément directement au niveau des cernes. Donc, ça, c'est génial pour épaissir un petit peu la peau au niveau de ton cerne. Directement? Exactement. Sans l'injecter? Tu peux l'injecter à la canule ou alors à l'aiguille. Okay. Et on fait quelques séances pour les personnes qui veulent éclaircir le cerne et améliorer la qualité de la peau, donc les ridules au niveau sous les yeux, au niveau des cernes. Pour les personnes qui ont un cerne creux, là, à ce moment-là, on va plus aller vers de l'acide hyaluronique pour combler. Par la suite, si on veut améliorer la couleur du cerne réellement ou l'aspect des ridules, on va y aller avec du PRP. Ça prend quelques séances. En général, on fait 4 séances espacées de 4 semaines. Puis on fait un entretien 6 mois après pour vraiment améliorer la qualité du cerne et de la peau. Et ce qui est génial, c'est une technique, encore une fois, de médecine régénérative où on va faire travailler nos cellules pour améliorer la qualité de la peau. Et ça donne des super beaux résultats, mais il faut vraiment bien sélectionner ses patients. Okay. On utilise également le PRP à la clinique au Clémont. Pour les cheveux. Au niveau des cheveux. Ouais. Exact. Donc ça va améliorer la repousse folliculaire au niveau des cheveux, un entretien pour des hommes qui ont une alopécie. Évidemment, il faut encore une fois sélectionner les patients. Donc, si quelqu'un a vraiment besoin d'une greffe capillaire ou a des débalancements, donc on a vraiment un programme complet au Clémont. On va aller vraiment déterminer s'il y a des déficiences en vitamines, est-ce qu'il y a un problème de thyroïde avant de juste faire du PRP. Ça n'a pas de sens. On veut trouver la cause. Exactement. On trouve la cause et ensuite de ça, une fois que la cause est corrigée, si le PRP pourrait être intéressant, il y a aussi des médicaments, comme tu sais, qui peuvent améliorer. Ouais. Donc, on a vraiment un programme complet pour ça aussi au Clémont. Puis justement, tu as parlé d'hommes qui peuvent venir pour la perte de cheveux. Est-ce que les hommes viennent te voir pour plus l'esthétisme, les injections au niveau du visage? Alors écoute, j'ai à peu près 10% de mes patients qui sont des hommes. C'est plutôt stable dans les dernières années. Ça représente à peu près le marché global quand on va dans des congrès internationaux, quand tu regardes les statistiques. Mais c'est une population grandissante qui va de plus en plus chercher des traitements esthétiques. Et c'est une clientèle avec laquelle j'aime beaucoup travailler parce que c'est une façon différente aussi d'approcher l'esthétique. Et donc, c'est vraiment génial d'avoir de plus en plus d'hommes qui viennent nous voir. C'est quoi leur demande, surtout? Alors, c'est souvent les ridules, pour travailler au niveau des rides, au niveau du front, au niveau des pas de doigts, d'avoir les cernes, beaucoup. Ils veulent avoir l'air moins fatigués aussi. Ce qui est super intéressant aussi chez les hommes, j'ai beaucoup de juristes, d'avocats, d'hommes en finance, des femmes et hommes, mais qui sont fatigués, mais qui viennent me voir pour l'hyperhidrose axillaire. C'est des hommes qui sont souvent en costume, que ce soit des avocats ou des gens qui travaillent dans des gros bureaux de finance. Ouais, ils sont en soute, exactement. Ouais. Puis ils transpirent. Donc l'hyperhidrose axillaire, c'est quelque chose qu'on peut traiter avec la toxine botulinique. Donc il y a botox. Exactement, le botox, exactement. Il y a certaines assurances également qui couvrent. Souvent, c'est des personnes qui vont avoir des assurances privées qui vont les couvrir pour ce genre de dépenses-là. Et donc, la toxine botulinique va neutraliser les glandes sudoripares au niveau des aisselles. On peut également l'utiliser au niveau des mains, des pieds, du scalp,
pour diminuer la transpiration excessive. Donc, les hommes sont très friands de ce genre de traitement aussi. Les cernes, comme je disais, et également la qualité de la peau. Donc, tout ce qui est taches pigmentaires, tout ça. Ils veulent unifier leur teint. Ils veulent aussi avoir l'air plus en santé, parce qu'une belle peau va donner un aspect de quelqu'un qui va être plus en santé. Il y a beaucoup d'études qui le montrent. Quelqu'un qui a une belle peau, quelqu'un qui a l'air bien, a l'air plus heureux aussi. Exactement, plus en santé, tout à fait. Puis justement, on n'a pas parlé du Botox au niveau des injections du visage, des lèvres. Comment ça agit exactement? Parce que je sais que c'est ça, tu l'as dit, toxine botulique, fait que ça vient bloquer les récepteurs acétylcholine. Exactement. Et donc, la contraction musculaire arrête. Exactement. Donc, la contraction musculaire va arrêter souvent, les résultats vont commencer après 5 à 7 jours. L'effet est maximal à 14 jours. Puis, ça dure environ 3 à 4 mois. Donc, dépendamment des personnes dépendamment du métabolisme des patients, quelqu'un qui s'entraîne énormément, j'ai des personnes qui font de la compétition sportive ou des gens qui font énormément de cardio ou comment ça s'appelle, le biking, les cours de spinning, voilà, le fameux spinning, c'est des personnes qui vont métaboliser le produit super vite. Donc, généralement, après 2 mois, il y a vraiment... besoin de refaire. Ouais, ça revient. Donc tu parlais justement de la toxine botulique avec différentes molécules qui sont utilisées ici au Canada. On a le Botox, on a le Dysport, on a Xéomine. Il y a plusieurs produits qui sont utilisés. Il n'y a pas tous les produits qui sont approuvés par Santé Canada. Il y en a de plus en plus qui arrivent dans le marché aussi. Donc, c'est des molécules qu'on va utiliser, donc une protéine purifiée qu'on va utiliser pour traiter les rides dynamiques. Donc, ça ne traite pas les rides au repos. On l'utilise honnêtement pour la glabelle ou la ride du lion, le front, les pas de doigts. On va l'utiliser également pour le muscle DAO, pour la marionnette. On peut l'utiliser également pour le muscle du platysma, pour diminuer il y en a certains, oui. Ouais, des gens qui envoient beaucoup les bandes platysmales au niveau du cou. Une utilisation super intéressante, c'est les masséters aussi. Donc, on peut l'utiliser de façon médicale pour les gens qui ont du bruxisme. Donc, on a souvent des dentistes qui vont nous envoyer des patients ou des patients qui ont ce qu'on appelle les mouth guards, qui ont vraiment une douleur ou une tension au niveau du muscle. Donc, on peut également injecter les masséters avec la toxine botulique, ce qui va améliorer non seulement le bruxisme, mais ce qui est super intéressant aussi pour l'esthétique, ça affine le visage aussi. Donc, quelqu'un qui a les masséters qui sont moins serrés ou volumineux vont avoir des pommettes qui vont être plus saillantes. On va affiner le bas du visage. Donc, pour donner un aspect plus ovale au visage, pour les gens qui le veulent, on ne va pas, encore une fois, c'est pas une formule pour tout le monde. Donc, on va vraiment regarder. Il y a des personnes qui ont une mâchoire super carrée, c'est magnifique. On veut surtout pas changer ça. Donc, on va vraiment s'adapter et choisir vraiment nos patients qui bénéficieraient de ce genre de traitement. Aussi, des patients qui sont plus âgés, on va surtout pas faire ce genre de traitement parce que ça va empirer la laxité au niveau des bajoux. Donc, il faut vraiment faire attention à cela aussi et ne pas en abuser. Puis j'imagine que c'est vraiment avec ton expérience que tu as pu voir qu'est-ce qui fonctionnait pour qui et tout ça. Exactement. De revoir les patients. Puis est-ce que ça arrive qu'il y en a qui sont soit moins satisfaits ou que finalement ça ne fonctionne pas ou des complications? Donc, c'est sûr que moi, je revois toujours mes patients à 2 semaines. Quand je revois mes patients à 2 semaines, toujours, je pense que c'est la moindre des choses de faire un suivi, de voir comment est-ce que le traitement a fonctionné, d'évaluer les photos. Je regarde toujours les photos avant-après quand mon patient vient au suivi et je revois ce que j'ai fait, les doses qui ont été utilisées. Ça me permet de m'améliorer. Ben oui. Et ça permet aussi d'évaluer la satisfaction de mon patient. Donc, effectivement, les risques associés aux injections, des risques de faire des bleus, de l'enflure, des effets indésirables, des petits nodules qui peuvent arriver. Donc, à ce moment-là, on a ce qu'on appelle l'antidote de l'acide hyaluronique qui s'appelle la hyaluronidase, qu'on peut injecter, qui est une enzyme qui va aller cliver les molécules d'acide hyaluronique. Et ça... ça va défaire le nodule. Exact. Donc, s'il y a un nodule qui est présent, qui malgré le massage ne part pas, on peut les injecter avec de la hyaluronidase au besoin. Puis, y a-t-il des risques permanents quand on fait les injections? D'acide hyaluronique? Bien, toutes les injections, tu fais, est-ce qu'il y a des fois des complications permanentes pour la personne? Alors, il peut y avoir des complications graves qui peuvent arriver, style des nécroses vasculaires. Donc ça, il faut absolument les détecter rapidement au niveau des lèvres, au niveau des sillons. Donc, on va avoir une pâleur, une peau qui va être marbrée, de la douleur, des vésicules qui peuvent apparaître. Et il faut agir très vite dans ces situations-là. Comme je disais, il y a un protocole qu'on a, notamment avec de la hyaluronidase, pour aller renverser les effets. Et dans des cas extrêmement rares, mais ça peut arriver, on s'est toujours marqué sur notre consentement, des risques de cécité avec l'acide hyaluronique qui peut migrer au niveau de l'artère de la rétine, surtout dans des zones à haut risque. Donc, on parle du nez,
qui est une zone à risque. On parle de la glabelle, on parle du front. Ça t'est déjà arrivé d'avoir cette... ça doit faire... Je ne vais pas toucher du bois, je ne veux pas avoir l'air complètement... Non, OK, non. C'est très extrêmement rare. OK. Ouais. Mais il faut être prêt si ça arrive. C'est ça, il faut que les patients soient au courant. Il faut qu'on ait un corridor de service, il faut qu'on ait un protocole à la clinique qui soit bien établi pour s'assurer que si on a une complication comme ça, on sache où diriger nos patients. Et évidemment, les accompagner nous-mêmes à la salle d'urgence. Puis les changements, disons que quelqu'un ne serait pas satisfait du traitement ou quoi que ce soit, c'est temporaire? Absolument. Donc, pour ce qui est du Botox, on en a parlé un petit peu, bleu, enflure, mais une des complications les plus fréquentes, je te dirais, c'est la pseudoptose, donc une espèce de raideur ou de tension au niveau du front. Ça veut dire qu'on a un petit peu trop injecté avec trop de Botox au niveau du front, ce qui fait en sorte que la personne arrive moins à lever ses sourcils. Donc, pour les gens qui ont un peu de lourdeur au niveau de la paupière, quand elles vont mettre leur mascara, elles vont trouver que c'est un petit peu plus difficile. Donc, c'est des effets qui sont temporaires parce que la toxine, on en parlait tout à l'heure, son effet, ça dure 3 à 4 mois. L'effet est maximal à 14 jours et à partir de 14 jours, il va baisser tranquillement. Donc, ce n'est pas un plein effet à 3-4 mois. Tranquillement, il va diminuer. Donc, c'est un effet qui va s'améliorer avec le temps. Une autre complication qui peut arriver avec les injections de neuromodulateurs, c'est une ptose carrément de la paupière. Donc, quand on injecte trop proche du releveur palpébral, ça arrive rarement, mais ça peut arriver, surtout chez des patients qui ont déjà eu une ptose. Ça va causer une lourdeur au niveau de la paupière. Avec la paupière est tombante. Exactement. Donc, si ça arrive, on a des produits comme la iopidine, qui sont des gouttes qu'on donne à nos patients, qui peuvent améliorer, donc ouvrir un petit peu l'œil pour améliorer justement cet effet-là. Souvent, c'est un effet qui va partir après 2-3 semaines. Extrêmement rare que ça dure plus longtemps que ça. OK. Ouais. Puis, est-ce que tu as des patientes de plus en plus jeunes, parce qu'on a parlé des réseaux sociaux, puis il y en a beaucoup de plus en plus, comme je l'ai dit, 70% des jeunes filles qui étaient insatisfaites. Est-ce que tu en as beaucoup des jeunes de plus en plus qui viennent te voir, ou c'est quoi ta branche? Mes patients, en général, ils ont à peu près entre 30 et 60 ans, je te dirais 30 et 55 ans, à peu près. J'ai des jeunes patientes qui vont venir me voir. Souvent, c'est pour de la prévention. Donc, elles veulent prévenir les rides de s'accentuer. Évidemment, si une patiente est trop jeune puis elle n'est pas du tout candidate à faire de la prévention, c'est certain que je ne l'injecterai pas parce que, je veux dire, en médecine esthétique, on est médecin avant tout, donc on ne va pas nuire au patient, on ne va pas l'injecter une protéine alors qu'il n'en a pas besoin. Donc, c'est mon rôle aussi d'expliquer cela aux patients et je vais souvent commencer par leur donner une routine au niveau de la peau qui est plutôt de les sensibiliser par rapport au tabagisme, par rapport à l'exposition solaire, la vitamine C, le rétinol, ce genre de choses, plutôt que de les inciter à faire des injections qui ne sont pas nécessaires. Pour les jeunes, on va souvent avoir, comme je disais, les masséters qui peuvent être une zone que les personnes peuvent vouloir traiter. L'hyperhidrose axillaire, ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez les jeunes. Et l'augmentation des lèvres, ça, c'est quelque chose qu'on a souvent. Donc, tout à l'heure, tu mentionnais, c'est plutôt avec des agents de comblement, comme l'acide hyaluronique, qu'on va aller injecter les lèvres. Et moi, je préconise toujours une technique hyper naturelle qui va du lip glow, qui est juste vraiment une hydratation au niveau des lèvres plutôt qu'une volumisation des lèvres. Et j'y vais progressivement. Donc, on n'injecte pas plusieurs seringues ou des choses comme ça. On y va très, très lentement. Je revois mes patients plus fréquemment au début parce que ce que je veux absolument éviter, c'est une migration du produit. On en entend beaucoup parler aussi dans les réseaux. C'est que le produit, au lieu de rester au niveau de la lèvre ou qui a été injecté, il va aller autour de la lèvre blanche. Ouais. Et donc, c'est ce genre de choses. C'est quand on injecte trop et que la lèvre ne peut plus recevoir plus de volume, c'est là que le produit il va vouloir aller ailleurs. Ouais. Donc, pour les jeunes, la plupart du temps, c'est ce genre de choses qu'on voit. Et comme je disais, de la prévention, ça peut être super intéressant. Moi, par exemple, j'ai commencé à faire des injections, j'avais 30 ans. J'ai mis une pause quand j'ai eu mes enfants ou quand j'ai allaité mes enfants. Mais l'idée, c'est vraiment juste de diminuer. Donc, si je fronce moins, la ride va avoir tendance à moins se former. Donc, la fameuse ligne ici qui donne un côté un peu sévère, un côté un peu fâché. Donc, elle a tendance à moins se créer. Il y a une espèce de rétroaction négative qui se fait. Vu que mon cerveau, en essayant de froncer, je suis capable de moins froncer, à ce moment-là, je vais perdre un petit peu ce réflexe. Okay. Donc ça peut être aussi intéressant. Il y a aussi des études qui ont montré que des traitements de neuromodulateurs peuvent avoir également un impact sur la diminution des symptômes de dépression ou d'anxiété. Donc il y a des études qui sont... Évidemment, ce n'est pas un traitement, mais ça va aider certaines patientes à se sentir mieux dans leur peau et diminuer des symptômes de dépression aussi.
Puis tu nous parlais de la routine de la peau que tu donnes à tes patients. Fait que, disons, pour les gens à la maison, parce que moi, je me le fais aussi souvent demander comme médecin de famille, c'est quoi la meilleure routine selon toi, matin et soir, tu sais, désinfectant, crème, tout ça? Ouais, bah écoute, c'est sûr et certain que la routine, elle est personnalisée à chaque personne, mais de façon, si on essaie d'un peu généraliser, moi, je suggère quand même de nettoyer le visage le matin avec un savon doux. On n'est pas obligé, on peut simplement nettoyer avec un petit peu d'eau, mais si on a beaucoup transpiré pendant la nuit, on s'entend que c'est beaucoup mieux de nettoyer son visage avec un petit savon doux. Ensuite de ça, un antioxydant, un sérum de vitamine C. Après, il y a différentes sortes de sérums de vitamine C qui vont être adaptés à ta peau. Si tu prends un sérum qui va te causer de l'acné et que tu as une peau à tendance acnéique, tu n'es pas du tout en train de t'aider. Donc, c'est sûr que aller juste en pharmacie prendre le premier sérum, je ne recommande pas nécessairement ça parce qu'il faut vraiment prendre une forme active, comme de l'acide ascorbique, à une concentration qui est efficace. Donc, il y a des sérums où on va marquer vitamine C alors que ce n'est pas une forme active et que ce n'est pas une concentration qui est efficace. Donc, les gens perdent un petit peu leur argent en mettant des produits sur leur visage qui ne sont pas efficaces. Qu'est-ce que ça fait, la vitamine C? C'est un antioxydant qui va diminuer les taches pigmentaires. Donc, ça va booster le collagène également. Ça va diminuer les ridules et ça va homogénéiser ton teint. Okay. Donc, il y a même certaines vitamines C qui ont été étudiées conjointement avec l'écran solaire pour diminuer ton risque de cancer de la peau. Donc, pas toutes le font, évidemment. Il y a certains produits que je nommerai pas pour des raisons de publicité. Je ne vais pas faire ça. Donc, il y a certains produits qui peuvent également aider à ce niveau-là. Ça peut être intéressant pour des personnes qui ont des risques de cancer de la peau augmentés, comme les personnes des populations caucasiennes qui ont déjà eu un cancer de la peau, ce genre de choses. Okay. Ensuite de cela, on va avoir un produit... Bon, on peut aller ensuite chercher un produit qui va aller diminuer les taches pigmentaires, parce que ça, c'est de la prévention. Mais quelque chose comme de l'acide tranexamique ou de l'acide kojique, chez quelqu'un qui a des taches pigmentaires, comme de produits juste après ta vitamine C, ça peut aider encore à corriger les taches. Ensuite de cela, ou alors si tu n'as pas de problème de taches pigmentaires, à ce moment-là, on va utiliser quelque chose comme de l'acide hyaluronique en sérum sur une peau humide, parce que l'acide hyaluronique, comme tu disais tantôt, il va emmagasiner comme une éponge les molécules d'eau. Donc, ça va te donner un aspect plus glowy, ce qui s'appelle un peu le glass skin, que les jeunes aiment beaucoup en ce moment. Donc, ça va donner un aspect un peu plus healthy ou plus en santé au niveau de ta peau. Par la suite, ta crème hydratante, tout simplement. N'importe quelle crème hydratante fait la job. Là, il n'y a pas vraiment de must ou quoi que ce soit. Tu peux choisir quelque chose de plus riche si tu as une peau qui est plus sèche. Quelque chose de plus gel avec l'été en ce moment, par exemple quelque chose à base d'acide azélaïque ou d'arbutin qui va diminuer également les taches pigmentaires, quelque chose de plus léger. Et finalement, la chose la plus importante, c'est vraiment un écran solaire. Donc, on conseille souvent un écran solaire minéral qui va diminuer les taches pigmentaires parce que tu peux avoir différents écrans solaires, mais les écrans solaires qui sont, par exemple, chimiques vont diminuer ton risque de cancer de la peau, tu vas avoir amélioré au niveau des ridules, ce genre de choses. Tu dis chimiques? Oui, mais les deux vont aider à ce niveau-là, le physique et l'écran solaire minéral, qui va être à base d'oxyde de zinc ou de titanium. Okay. Puis, mais cet écran solaire-là va aider aussi au niveau des taches pigmentaires, chose que ne va pas faire un écran solaire chimique. Donc, c'est super important, surtout pour les personnes qui font du mélasma, d'utiliser un écran solaire, une barrière qui est physique. Et souvent aussi, ce qu'on recommande, c'est quelque chose de teinté, qui va diminuer aussi l'exposition par rapport à tout ce qui est filtre visible, donc lumière... Le mélasma, c'est... C'est une condition hormonale où tu vas avoir ce qu'on appelle le fameux masque de grossesse. Donc, les personnes qui vont avoir des taches pigmentaires au niveau du front, au niveau des joues. Donc, ça, c'est une condition chronique hormonale qui est causée par le stress. Donc, ce n'est pas quelque chose dont on se débarrasse en tant que tel, mais on peut diminuer les poussées, en fait, de mélasma, notamment avec des ingrédients actifs qu'on peut... D'ailleurs, on a un super dermatologue à notre clinique que vous pouvez venir voir, le docteur Laura Saba, qui s'est joint à notre équipe. On est très, 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 très fiers de l'avoir. Donc, pour le mélasma, on a aussi, ce qui est super important, en plus des ingrédients actifs, c'est aussi l'écran solaire, la barrière physique minérale, teintée. On a quelques options aussi à la clinique pour ça. Puis, je lisais certaines études, c'est ça, il y en a qui disent, bon, la crème solaire, pour toi, c'est sûr, c'est bon. Parce qu'il y en a qui disaient que de plus en plus, il y a des études qui disaient, est-ce que c'est la crème solaire qui augmente les risques de cancer ou pas du tout? Puis, y a-t-il un dosage ou comme c'est ça, parce qu'en fait, quand on regarde ces genres d'études-là, ce que ça dit, c'est que c'est des risques qui sont théoriques in vitro. Et c'est des concentrations qui sont extrêmement importantes de produits qu'on ne retrouve pas dans les écrans solaires. Donc c'est vraiment un risque. En réalité, quand on a fait des études de médecine, que ce soit en médecine générale ou dermatologie, on s'entend bien que l'écran solaire c'est l'exposition aux rayons de soleil qui va causer des cancers de la peau.
Donc, c'est certain que pour nous, il n'y a pas de doute là-dessus. Après, il y a énormément de mauvaise presse dans les réseaux, de trucs sensationnalistes, comme quoi... mais pour moi, je ne crois absolument pas à cela. Donc, quand tu regardes les études, c'est vraiment... Il faut vraiment mettre une concentration en manger, presque, en concentration complètement déraisonnable pour avoir ce genre d'effet. Ce qui est, c'est juste une mauvaise presse, quoi. OK, je comprends. Puis, pour le soir, vu qu'on va faire quand même la petite routine. Oui. Alors, on était dans le matin, là. Ouais, le soir, on nettoie son visage. Donc, moi, je conseille toujours un double cleansing, donc nettoyer 2 fois son visage, à moins qu'on ait la peau ultra sèche, surtout chez les gens qui vont se maquiller beaucoup ou mettre de l'écran solaire. Donc, si tu mets de l'écran solaire, nettoyer 1 fois ton visage, c'est pas suffisant parce que c'est assez épais. Donc, on nettoie avec une eau micellaire. Ensuite, on va nettoyer avec une solution qui est plus huileuse. Et ensuite, on va nettoyer avec quelque chose de plus mousse ou un gel pour aller vraiment enlever toutes les saletés. Exactement. La pollution, tout ça, ça crée énormément de stress au niveau de notre visage. Donc, c'est vraiment pour tout nettoyer les pores. Ensuite de ça, ce qui est super important, c'est d'utiliser du rétinol pour avoir vraiment, pour booster ton collagène, pour diminuer, pour améliorer tes ridules, homogénéiser ton teint. C'est un ingrédient qui a été super bien étudié depuis de nombreuses années. Donc, moi, je conseille à mes patients d'en utiliser 1 soir sur 2. Évidemment, il y a des précautions à prendre quand on utilise du rétinol. Il ne faut pas en utiliser trop. Il faut éviter les zones qui sont plus sensibles, autour du nez, autour de la bouche, trop proche des yeux. Ça peut desquamer, ça peut irriter au niveau de la peau et ça cause des petites rougeurs, des irritations qui sont vraiment pas le fun à avoir. C'est comme une crème ou c'est plus un... Oui, c'est souvent une crème qu'on va utiliser comme rétinol. Ça peut aussi être sous forme de sérum. Il y a différentes formulations qui existent. Il y a différentes concentrations qui existent. On commence toujours par une concentration plus faible et on l'augmente tranquillement. En général, moi, je recommande 1 soir sur 2 et on met toujours une crème hydratante par-dessus. Pour les gens qui ont la peau hypersensible, on peut également l'appliquer en sandwich. Ça veut dire qu'on met notre crème hydratante en premier, le rétinol en deuxième et encore une autre couche de rétinol par-dessus. De crème. De crème hydratante, pardon. Merci de suivre. Et l'autre soir, je vais aller chercher quelque chose de plus... Donc, comme par exemple, on parlait de taches pigmentaires, donc on va utiliser un ingrédient actif style acide tranexamique, acide kojique. On va l'utiliser l'autre soir sur 2 et notre crème hydratante par-dessus. Pour les personnes qui ont la peau plus sèche, on va utiliser plutôt l'acide hyaluronique. Sur la peau humide, on se spray, on laisse un peu la peau humide. On met nos petits sérums d'acide hyaluronique et on met la crème hydratante par-dessus. Fait que ça vaut la peine quand même d'avoir une consultation juste pour ça, tu sais, quand je t'entends parler. Puis on parle de combien? C'est-tu quand même dispendieux pour les gens qui ont moins peut-être les sous pour ça? Je pense qu'il y a quand même moyen d'avoir une routine. Ou... Alors écoute, ce qui est génial à la clinique, c'est que oui, on peut venir voir. On a notre consultante Andrea qui est technicienne que tu peux venir voir à la clinique, qui peut te consulter sur les produits que tu utilises. Puis c'est gratuit. Puis on a aussi notre extraordinaire infirmière Irina, qui est une infirmière experte, une injectrice experte qui fait énormément de formations. Et elle aussi, elle peut faire une consultation et regarder le tout avec vous. Après, si on veut faire vraiment une consultation médicale, on parle c'est autour de $150 plus taxes, une consultation en médecine esthétique. Mais c'est plus tous les produits que tu as nommés. Comment ça s'accumule quand même? Tu veux dire au niveau du budget? Oui, absolument. De tous les produits que ça prend pour toutes les couches, là, c'est quand même... C'est certain. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, quand je conseille mes patients, je ne vais pas conseiller un produit spécifique ou mais une plus marque. Général. Exactement. Okay. Je vais conseiller un ingrédient actif. Donc, même quand les patients viennent me voir, je leur demande de ramener les produits qu'elles utilisent à la maison, parce que mon but, c'est pas de leur vendre des produits, hein, on n'a pas fait de médecine pour vendre des crèmes, mais c'est plutôt de regarder ce qui manque. Donc, de dire, OK, bah, tu sais, ton écran solaire, il n'est pas assez fort, ou alors c'est pas le bon, je te conseillerais plutôt de switcher. Ou alors, bah, là, tu n'as pas de vitamine C. Donc, on va aller vraiment chercher, mais ça, c'est un super nettoyant, garde-le. Donc, c'est plutôt comme ça qu'on regarde, plutôt que de vendre des produits. Oui, c'est ça, parce que ça, c'est super intéressant, ça prévient le vieillissement. Absolument. Puis, il m'arrive souvent de conseiller des produits qui se vendent, qui sont par exemple une gamme comme The Ordinary, qui sont des produits qui sont vraiment pas chers, mais qui ont des super bons ingrédients actifs pour des personnes qui ont des moins gros budgets, des produits également de chez La Roche-Posay, où il y a plein de marques qu'on peut conseiller. Le but final, c'est que le patient ait les ingrédients actifs qui lui permettent d'améliorer la qualité de sa peau pour qu'il puisse se sentir mieux dans sa peau. S'il est mieux dans sa peau, il est plus heureux. Patient heureux, médecin heureux. C'est vrai, c'est comme ça. Hein. Puis justement, qu'est-ce que tu aimes le plus de ton métier?
Honnêtement, c'est quand je vois mes patients revenir en suivi. Donc j'ai de temps en temps des patientes qui viennent me voir après un événement extrêmement stressant dans leur vie. Des personnes qui ont été proches aidants de leur mère, qui étaient en fin de vie, qui se sont un peu laissées aller ou qui ont été dans un mariage très difficile, qui viennent d'avoir un divorce, ou des mamans tout simplement qui ont eu 1, 2, 3 enfants, qui sont brûlés, qui ne se sont pas occupées d'elles, et que là, elles viennent me voir en me disant, elles ne se reconnaissent plus. Un jour, ces personnes-là se regardent dans le miroir et ça leur donne un sentiment de mal-être quand même profond en se regardant, en se disant, mais elles sont passées où toutes ces années? J'ai l'air de quoi? Puis ça les rend tristes, tout simplement. Et en voyant ces patients-là venir me voir à la clinique et me confier, si tu veux, leur visage, c'est un poids énorme, mais c'est hyper gratifiant aussi. Alors, si on reste systématique et on approche les choses, comme je l'expliquais tout à l'heure, en restant dans le naturel, en rehaussant la beauté des personnes, en faisant appel à différentes technologies. Comme je disais, il va y avoir des lasers, il va y avoir des crèmes, il va y avoir du microneedling, des fillers dont on a parlé, comme les agents de comblement à base d'acide hyaluronique, mais aussi la médecine régénérative avec tout ce qui est Sculptra et Radiesse. Donc, on établit un plan de traitement et je les accompagne au travers tout cela. Et quand tu les revois en visite de suivi et que tu vois que la personne, déjà la façon dont elle est habillée, la façon dont elle est dans la salle d'attente, des fois je marche devant ma salle d'attente et j'ai un waouh et je me dis waouh, c'est pas la même personne que j'ai vue, et tu la vois arriver dans ton bureau avec un immense sourire et c'est sûr que tu te dis ok, ça fait du bien de voir que cette personne-là se sent beaucoup mieux dans sa peau et c'est hyper gratifiant. C'est sûr que c'est pourquoi je fais ça en fait, en réalité c'est mon why comme on dit. Ouais. OK. Fait que t'es encore passionnée de ce Ah que bah tu oui, fais. complètement. Tu vas faire ça longtemps. J'espère bien, ouais. J'adore ce que je fais et je suis très, très, très heureuse d'avoir ce privilège-là d'accompagner mes patients dans ces moments-là. Absolument. Maintenant, on va passer à plus des questions que j'avais comme soit de mon public ou des questions plus en rafale. Fait que, quelle est l'intervention esthétique la plus en demande? La plus en demande, je dirais le Botox pour les rides du front et la ride du lion. Ah oui? Plus que les lèvres? Ouais. OK. Puis, une idée reçue sur l'esthétique que tu aimerais faire disparaître ou qui est fausse, en fait, que tu aimerais qu'on démystifie? Que c'est pas naturel et que c'est quelque chose qui va avoir l'air trop injecté. Souvent, ce que je dis, c'est que la mauvaise publicité, si je peux me permettre de le dire de cette façon-là, qu'on voit dans la rue. Parce que souvent, quand on est dans un restaurant, qu'on voit une magnifique femme ou un magnifique homme passer, on dit « Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle !» Mais on ne se dit pas « Oh, waouh, elle est donc bien injectée !» On ne se dit pas ça du tout. On se dit juste « Quelle magnifique femme !» Alors, si ça se trouve, elle a eu du laser, elle a eu du baby botox, elle a eu les lèvres, les pommettes, elle a eu plusieurs choses, du Sculptra, mais on ne remarque pas. Donc, c'est vraiment ces personnes-là, la plupart de mes patientes ont l'air de ça, parce que je ne veux pas qu'elles aient l'air injectées du tout. Et j'ose espérer que moi aussi, je ne vais pas avoir l'air injectée dans le futur. Je fais beaucoup d'injections depuis que j'ai 30 ans, mais j'essaie toujours de rester dans le naturel. Et ce qu'on voit souvent dans la rue, c'est ces personnes-là, dans les restos, dans la rue, au café, c'est qu'on va voir les personnes qui ont des lèvres ultra injectées, des pommettes ultra gonflées, donc ce que j'appelais tout à l'heure le pillow face. Et donc, les gens ont peur de ça parce qu'ils voient que cela. Et souvent, j'ai des patientes qui viennent me voir en me disant « Mon mari veut vraiment pas que j'ai des injections juste à cause de ça, parce qu'il voit des personnes qui se ressemblent plus, quoi. » Mais avec ce que tu nommes, justement, est-ce que toi, tu reçois un petit peu du jugement de la société? Justement, il y en a qui vont parler de « Ah, mais c'est de la fausse beauté, oui, mais elle a triché » ou des choses comme ça. Est-ce que toi, tu reçois un peu ça ou pas du tout? Non, j'ai pas de... J'ai pas eu ce genre de... C'est la première fois que j'entends ça. Est-ce qu'elle a triché? Oui, plus dans les femmes entre elles, là, il y a souvent de la jalousie, des choses comme ça, puis d'avoir dit... Écoute, moi, ce que j'ai remarqué, je te dirais, c'est que j'ai des personnes qui sont contre. Donc, on va sûrement... J'en parlais tout à l'heure avec une de mes patientes aussi. Elle est contre. Mon amie est contre. Mes amis sont contre. Puis un jour, ces amis qui sont contre, ils se retrouvent dans mon bureau. Pourquoi? Parce que souvent, je ne vais pas généraliser évidemment, puis il y a sûrement tes auditeurs qui vont dire pas du tout, jamais j'en ferai. Mais ce que je vois souvent, c'est que c'est des personnes souvent qui vont pas faire de médecine esthétique, puis leurs amis vont en faire tranquillement. Et quand elles vont se voir un jour dans un souper, j'en ai eu tout récemment, quand elles vont se voir dans un souper, elles vont toutes avoir l'air super reposées, pas fâchées, pas fatiguées, avec un beau teint. Et leur ami
on ne va pas généraliser encore une fois, mais leur amie qui ne se fait pas injecter parce qu'elle ne croit pas en la médecine esthétique va tout de suite se voir en se disant pourquoi elles ont toutes l'air de ça et puis moi j'ai l'air de ça. Et donc j'ai des rendez-vous en genre il faut que je vienne après-demain, quoi. Je viens demain, il faut que je te voie en urgence. Toutes mes copines, elles avaient l'air magnifiques, elles m'ont toutes dit qu'elles venaient te voir. Moi aussi, j'ai envie de faire ça. Et puis à ce moment-là, on va aller travailler sur les ridules, le front. Souvent, c'est ces zones-là, les pas de doigts, les sillons, les marionnettes. Donc, c'est souvent ce que je vois. C'est des personnes qui étaient contre, puis que tout à coup, elles switchent et elles disent non, il faut que j'aille. Mais souvent, je pense que ceux qui sont contre, c'est qu'ils connaissent mal ou elle a une mauvaise conception de ce que c'est. Ouais, comme je disais tout à l'heure, l'aspect. Oui, c'est ça, exactement. Mais aussi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est souvent aussi, il y a des personnes qui ont des filles et qui veulent donner, qui ont ou peur du jugement de leur fille ou qui veulent donner un exemple à leur fille en disant il faut s'accepter. Donc comme on est. Donc, elles veulent renvoyer ce message-là d'acceptation, mais à un moment donné, elles se rendent compte qu'elles se sentent moins bien dans leur tête quand elles se regardent dans le miroir et ça devient de plus en plus complexant de telle sorte qu'elles ont un peu plus de difficultés parfois à tenir ce message-là. Donc à un moment donné, souvent mes patientes vont se dire je m'assume, je vais y aller, ou elles le disent à leur fille, elles leur disent tu sais quoi, je fais des injections, des fois même elles les amènent au rendez-vous, elles attendent des ados, des choses comme ça, et des fois il y en a qui sont hyper qui sont dans le jugement et tout, puis il y en a d'autres qui sont comme oui maman fais ça, c'est très bien, mais c'est très drôle de voir cette dynamique-là, et je te dirais c'est souvent mère-fille qu'on va voir ce genre de choses. Oui, mais je pense que c'était ça aussi un peu le but aujourd'hui, de démystifier qu'est-ce que c'est. Je pense que ça a quand même aidé à mieux comprendre en fait ce que c'était. Puis, est-ce que les gens surestiment souvent l'impact de ce que ça peut avoir? Justement, là, on a parlé de rester dans le naturel. Ouais. Tu sais, que le moins, c'est mieux des fois aussi. Ouais. Est-ce que des fois, les gens vont venir te voir puis ils pensent que ça va complètement... 100%. Et comme je te disais, on veut absolument... J'évalue toujours au début de ma consultation si les attentes sont réalistes. Donc, on veut toujours... si une patiente a une seringue d'agent de comblement, c'est pas ça qui va métamorphoser tout ton visage. Ouais. 5 seringues d'agent de comblement, c'est 5 millilitres, c'est une cuillère à thé. Donc, c'est 5 seringues. Donc, imagine qu'avec une cuillère à thé, pour faire des changements qui sont notables, il faut vraiment le bon produit au bon endroit et injecter avec la bonne technique. Donc, c'est vrai qu'il y a des patients, surtout avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, on a des images complètement rocambolesques qui viennent de Turquie ou des trucs qui sont hyper édités, du Brésil. Évidemment, il y a des médecins qui sont incroyables là-bas et qui font du travail incroyable. Mais il y a des gens qui vont avoir ces attentes-là en pensant qu'en venant faire une seringue d'agent de comblement, ça va être la grosse métamorphose. Donc, il faut tout de suite, évidemment... C'est quelque chose de super important à dire aussi en médecine esthétique, c'est qu'il faut reconnaître les patients qui ne sont pas des candidats à la médecine esthétique, mais qui sont plus des candidats chirurgicaux. Donc, quelqu'un qui a des poches au niveau des cernes n'a pas besoin d'injection d'agent de comblement. Quelqu'un qui a vraiment beaucoup trop de laxité au niveau de la peau a besoin plutôt d'un lifting chirurgical. Donc, moi, je dis toujours à mes patients, quand je dois les envoyer en chirurgie plastique, je les envoie immédiatement. Et parfois, on a des patients qui disent « je sais que je suis rendue là, mais je ne veux pas, je préfère quelque chose d'autre ». Donc, ils sont capables d'accepter une moins grande amélioration, peut-être un 20-30% d'une zone qui les dérange, plutôt que de passer d'abord recours à la chirurgie esthétique. Mais on a toujours cette conversation ensemble en clinique. C'est super important de travailler également avec des plasticiens de confiance, en collaboration, parce qu'on travaille un petit peu ensemble pour aider nos patients. OK. J'ai une qui me demandait, j'aimerais avoir de l'information sur les varices. Est-ce bon de les faire infiltrer? Quelle technique? Mais là, je sais pas si c'est ton domaine. Non, pas du tout. Malheureusement, on n'en fait pas. Je fais pas du tout de phlébologie. On travaille avec le docteur Karam, qui est un chirurgien vasculaire à qui on réfère nos patients, qui fait vraiment... Donc, il est vraiment spécialisé là-dedans. Il va faire des infiltrations, de la sclérothérapie sous échographie. Donc, c'est à lui qu'on réfère nos patients. Okay. Puis pour ce qui est, on a parlé brièvement tantôt du BBL. Là, Pardon, j'ai dit docteur Rami Karam, mais je veux dire docteur Pierre Karam, pardon. C'est son fils Rami, pardon. Okay. Oui, c'est ça, le débat sur le BBL, parce que est-ce que c'est sécuritaire ou pas? Moi, j'ai beaucoup de patientes qui viennent dans mon bureau en pré-op avant de voyager pour faire un BBL. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le Brazilian Butt Lift. Tu nous as parlé d'une alternative, mais pour celles qui vont pour le BBL, est-ce que tu recommandes des suggestions pour que ça reste sécuritaire? Écoute, c'est sûr que c'est une technique, c'est technicien indépendant. Donc, ce qu'on craint avec une chirurgie du BBL, c'est une embolie graisseuse, donc injectée avec le gras. Donc, on prend du gras des cuisses, du ventre, et on le réinjecte au niveau des fesses.
Mais malheureusement, c'est une technique qui peut causer une embolie graisseuse. Donc évidemment, auprès d'un chirurgien expérimenté qui va éviter les structures vasculaires, c'est une chirurgie qui est beaucoup plus sécuritaire. Mais c'est certain que je recommande de le faire au Québec, auprès de nos, oui, c'est ça, auprès de nos chirurgiens. Et s'il y a une complication, qu'on puisse avoir des soins intensifs qui soient capables de s'occuper d'une complication sérieuse comme une embolie graisseuse. Oui, c'est ça. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ça. C'est le gras qui va dans la circulation, qui peut se boucher à quelque part puis empêcher la circulation. Exactement. Donc, c'est une complication qui peut être mortelle pour une chirurgie esthétique. Donc, c'est pour ça que les alternatives, comme le Sculptra, sont beaucoup plus sécuritaires. Donc, c'est, comme je disais, le polylactic acid qu'on va injecter au niveau des fesses pour améliorer la cellulite, le galbe fessier. C'est plus naturel parce que c'est plus progressif. Ce qui est génial avec cette technologie-là aussi, c'est qu'on n'a pas besoin de ce qu'on appelle le downtime ou le temps de récupération. On fait ses injections le jour même, on va travailler l'après-midi, on s'occupe de ses enfants juste après. OK. Fait que c'est beaucoup plus sécuritaire et court. Exactement. OK. Une question un petit peu plus différente. Si tu n'étais pas médecin, tu ferais quoi? Parce qu'on a parlé au début. Alors, moi, comme je disais, j'aurais voulu étudier à HEC Paris initialement, parce que j'ai grandi à Casablanca au Maroc. Et c'était les études, pour moi, c'était d'aller à Paris, puis de faire une prépa pour rentrer à HEC. Et j'aurais beaucoup aimé faire une école de commerce. Donc, j'ai ce côté un peu entrepreneur, cette fibre entrepreneuriale, qu'aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir utiliser avec ma nouvelle clinique. Donc, c'est sûr que ça rejoint un petit peu, mais probablement que c'est ce que j'aurais fait, l'entrepreneuriat. OK. Puis, on arrive vers la fin. Qu'est-ce qu'une femme devrait réfléchir justement avant de faire ce genre de traitement, ou si justement elle se demande est-ce que c'est pour moi, est-ce que je devrais demander une consultation? Mais je pense que la meilleure des choses, c'est de choisir quelqu'un un injecteur ou un médecin qui nous ressemble et en qui on a confiance. Donc, quelqu'un qui va avoir l'air super injecté et qui prône des résultats naturels, moi, j'aurais tendance un petit peu à me méfier. On en entend, je vais dans beaucoup de congrès internationaux et des fois, je vois des personnes qui sont super injectées, justement dont on parlait du pillow face, et qui parlent de résultats naturels auprès de leurs patients. J'ai un petit peu de misère à le comprendre et à le croire, et encore une fois, sans jugement. Mais moi, j'aurais tendance à voir quelqu'un qui me ressemble un petit peu, si je veux avoir des injections, qui a un petit peu ma philosophie, et en qui je vais vraiment établir une relation de confiance, qui va pouvoir me dire les traitements qui sont adaptés, les traitements qui ne sont pas adaptés, et à quel moment s'arrêter aussi, parce qu'à un moment donné, comme je dis, on peut dépasser un petit peu les limites. Et comme tu disais tout à l'heure, less is more. Il faut vraiment savoir s'arrêter et ne pas en faire trop. C'est un peu comme quand on choisit un coach d'entraînement. 100%. On veut que ça ressemble. Quelqu'un qui te ressemble. Oui, c'est ça. Puis, comment tu vois un petit peu ton futur de ta pratique? Est-ce qu'il y a du nouveau qui s'en vient, des nouvelles technologies? Je ne sais pas si vous utilisez aussi les facteurs génétiques ou les choses comme ça. Alors, ce qu'on utilise beaucoup en ce moment à la clinique, c'est les exosomes qui vont améliorer non seulement... c'est des vésicules extracellulaires, donc c'est vraiment un liquide qu'on met au niveau de la peau. Donc, ce n'est pas accepté en injection au Canada, c'est vraiment de façon topique. Donc, c'est des vésicules extracellulaires qui contiennent du matériel génétique, des lipides, des protéines, qui vont améliorer la guérison cellulaire. C'est un petit peu comme des emails que tes cellules s'envoient. Et donc, ce que ça va faire, donc, on peut l'utiliser après le microneedling et la radiofréquence. Donc, ce qui est génial au Clément, j'aimerais aussi en parler, c'est un petit peu le concept de la clinique. Dr Younanian, c'est lui qui est médecin généraliste, qui fait beaucoup de dermatologie. C'est lui qui va faire tous les traitements, tout ce qui est microneedling, radiofréquence, qui fait les lasers, le CO2. Donc, c'est vraiment un médecin. On a voulu faire ça un petit peu comme à Los Angeles ou à New York. C'est le médecin qui fait c'est pas des techniciens. Il y a des techniciens extraordinaires qui font des traitements formidables. Mais nous, on voulait vraiment que ce soit notre médecin qui est un nerd, si je peux dire, en laser. Il adore ça, c'est sa passion. Donc, c'est vraiment lui qui fait le traitement. Et donc, à la fin du microneedling radiofréquence, donc ce traitement-là, ou du CO2, on peut appliquer topiquement les exosomes. Donc, ils vont non seulement améliorer la récupération, donc au lieu de prendre, disons, 4-5 jours, ça va prendre 1 ou 2 jours, la peau de rougeur et tout ça. Puis, en plus, ça améliore les résultats aussi, que ce soit au niveau de la rosacée, au niveau de la qualité de la peau. Donc, c'est une super technologie qu'on aime beaucoup. Et ce qui est aussi un peu, quelque part, en médecine esthétique, il y a plein de trucs dont on entend parler. Il y a beaucoup d'effets de mode et il faut faire toujours attention. Il faut s'assurer d'avoir assez de recul
Et il faut s'assurer d'avoir les bonnes études qui sont capables de baquer ce qu'on dit. Donc, nous, avant de faire venir des exosomes, on a été dans des congrès internationaux, on a vraiment été dans des sommets pour essayer de voir vraiment si ça valait la peine ou si c'est juste un effet de mode. Donc, c'est super important de faire vraiment son étude scientifique et non pas juste de se baser sur quelque chose qu'on a vu 2 fois sur Instagram, quoi. Puis, est-ce que vous utilisez justement de plus en plus les facteurs génétiques où on peut, avec l'ADN du patient, voir qu'est-ce qui est le meilleur produit pour lui, qu'est-ce qui risque, en fait, comment sa peau risque de vieillir plus rapidement? Absolument. Alors, ça s'en vient là, justement, c'est intéressant que tu en parles, ça s'en vient au Clément, on va avoir cette technologie qui va être disponible. Donc, ça va être un swab où on va pouvoir aller vraiment trouver si on a plus de chances de faire de l'hyperpigmentation, vieillissement cellulaire, au niveau de l'acné, ainsi qu'au niveau de la perte de cheveux. Donc, voir si vraiment on va trouver si réellement on va avoir un impact en utilisant des thérapies médicamenteuses ou plutôt du PRP pour améliorer la repousse capillaire et non pas juste de faire des essais sans savoir réellement où est-ce qu'on s'en va. Fait que ce soit vraiment ciblé. Exactement. Ça, selon l'ADN du patient. C'est plus précis et c'est plus personnalisé, absolument. On perd moins d'essais-erreurs. Absolument. Et on perd moins de temps et moins d'argent pour le patient aussi. Puis, pour terminer, justement, à travers nos études en médecine, on n'est pas tant formé en esthétique. Y a-t-il quelque chose que toi, à travers les études ou pour les nouveaux étudiants, que tu aimerais qu'ils soient intégrés ou que tu aurais aimé avoir appris pendant tes études, que tu n'as pas pu... que tu as dû faire beaucoup de la formation, je pense, après. C'est sûr que les études de médecine, c'est des études qui sont quand même... On en apprend beaucoup en peu de temps. Et je pense pas que la médecine esthétique devrait avoir sa place dans un cursus de base de médecine générale ou même de médecine spécialisée, à moins que tu sois vraiment en dermatologie ou en chirurgie plastique. Je pense qu'il y a tellement de choses qui existent, tout ce qui est immunologie, microbiome intestinal, qui sont des choses qui vont vraiment aider le patient au niveau de la pathologie. On est là pour soigner des gens. Donc, je pense que plus tard, une fois qu'il y a un intérêt qui s'est vraiment manifesté, on peut aller se faire du shadowing. Moi, j'offre du shadowing auprès de médecins qui veulent venir se former ou d'infirmières qui peuvent venir me suivre durant des journées en clinique. Donc, ça, c'est des choses, évidemment, aller dans des congrès internationaux, lire énormément sur le sujet. Il y a énormément d'articles qui sortent en médecine esthétique. Donc, je dirais plus de cette façon-là plutôt que dans le cursus classique de la médecine générale. Okay, ouais. Il y a tellement de choses qui existent maintenant en médecine générale qu'il faut à un moment donné faire de la génétique, du microbiome, voilà, quoi, de la pathologie. Okay. Puis, est-ce quelque chose que toi, tu aimerais ajouter qu'on n'a pas parlé jusqu'à maintenant? Est-ce que sujet? On a parlé beaucoup de choses quand même. On a parlé de plein de choses. C'est vrai qu'on a parlé d'énormément de choses. Mais ouais, je pense que vraiment se garder en tête qu'il y a plusieurs mythes qui existent, que les personnes qu'on a peur, c'est quelque chose qui nous fait peur, mais qu'il ne faut pas avoir peur de venir nous voir en consultation et surtout de trouver un médecin ou une infirmière, injectrice qui nous ressemble, qui va nous conseiller, nous accompagner dans ce cheminement-là, trouver une clinique où on a confiance et on est capable d'avoir ce qui est comme ce qu'on a au Clément, qui est une approche 360 où on ne va pas juste faire des injections ici et là. On va vraiment avoir une approche globale, que ce soit aussi au niveau d'un poids santé, de la gestion du stress, la gestion du sommeil. Donc, c'est vraiment quelque chose de global. Et je pense qu'il faut arrêter de voir la médecine esthétique comme étant juste un peu de botox. Non, c'est ça, c'est de la prévention, beaucoup. Absolument. Beaucoup ce que je reçois. Il y a énormément de patients qui viennent me voir pour les cernes où je parle uniquement de la qualité du sommeil et d'enlever son téléphone de sa table de chevet, quoi. Et finalement, je les injecte même pas. Mais l'objectif, c'est pas que je les injecte, c'est juste que... Qu'ils aillent mieux puis qu'ils aient les résultats qu'ils veulent. Exactement. C'est bon. Exact. Fait que, oui, tu as parlé beaucoup de ta clinique, le Clément. Je pense qu'on peut te suivre aussi sur les réseaux sociaux. Oui, absolument. Ouais. Sur Instagram? Oui, je suis sur Instagram, Dr Jian Cherkaoui, MD. Okay. Et sinon, ma clinique, le Clément, qui est une clinique à Outremont, Villemont-Royal, qui est une clinique de longévité et de médecine préventive et esthétique. C'est sûr que je vais venir faire un tour. Ça me ferait plaisir. Ce serait un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps et d'être venu ici. Moi, j'ai appris personnellement beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est super gentil. Merci.